Et, et alors, nous sommes donc un petit nombre là ce soir. Et y a-t-il des questions pour commencer ou comment est-ce que l'on va euh, traiter la chose, traiter ce sixième chapitre? Pas de questions spécialement. Donc, nous allons y aller avec une petite récapitulation comme d'habitude, c'est-à-dire que nous avons jusqu'à présent, au cours de 5 chapitres, essayé de localiser les manières dont la personne humaine traitait de ce qu'elle ne savait pas. Et c'est aussi important, ce traitement est aussi important pour la collectivité, pour les, pour les votes, pour la psychologie collective, et cette, cette détermination à localiser la manière de traiter ce que l'on ne sait pas, cette détermination s'est manifestée en 1900, finalement, avec le départ, l'origine de la psychanalyse, où un concept a été mis en activité, c'était celui de l'inconscient, c'est-à-dire celui ce qu'on ne sait pas, mais qui pourtant nous concerne d'une certaine manière, et qui en tout cas, on peut le souhaiter, accessible au savoir, ou en tout cas c'est quelque chose qui nous détermine. Et il y a une remarque à faire concernant la psychanalyse depuis lors, depuis qu'elle a été initialisée en 1900. C'est que cet inconscient, jusqu'à présent, et d'une façon générale, au bout d'un siècle et un peu plus, on peut dire que cet inconscient n'a pratiquement jamais été mis en vis-à-vis, en confrontation, en comparaison avec l'intelligence artificielle. Ça n'est pratiquement jamais arrivé, sauf par une suggestion de Lacan au début de ses écrits, puisqu'on sait que Lacan a initialisé sa carrière par un traité cybernétique. Mais hors ce petit indice, jamais on a fait, on peut dire grosso modo, hein, la communauté psychanalytique n'a pratiquement jamais tenté de comparer, d'examiner les rapports entre l'inconscient et ce qui était en train de s'installer durant le XXe siècle et ce qui est en train de se compléter, de se parachever actuellement, c'est-à-dire une machine à recueillir le savoir collectif, à le mémoriser, à le traiter et à opérer selon certaines lois qu'on pourrait au moins mettre en comparaison avec l'inconscient. Le fait qu'on ne le fasse pas suggère qu'il y ait quasiment peut-être, nous incite à soupçonner qu'il y ait quasiment une identité entre l'inconscient et l'intelligence artificielle, et que Freud avait l'intuition de ce qui allait s'installer dans les siècles, enfin dans les années qui ont suivi ses recherches, il en avait l'intuition, et d'autre part, ça nous indique à quel point, s'il y a identité entre ces deux domaines, entre l'inconscient et l'intelligence artificielle, ça nous indique à quel point l'intelligence artificielle est quelque chose de subtil, d'historique et d'extrêmement profond, bien plus que ce que
on l'imaginerait d'abord, hein, simplement en pensant que ce serait une machine à calculer rivale de l'humanité. En fait, il s'agirait de ce que l'humanité a commencé à comprendre à partir, avec ou à l'aide du concept d'inconscient. Alors ça, c'est une idée préalable, et parmi les moyens de traiter ce que l'on ne sait pas, l'humain a établi un concept, l'inconscient, et l'aurait traité soit par la psychanalyse, soit par l'analyse, soit par des techniques que l'on peut relever par des concepts de placebo, des concepts d'alibi, des concepts de propagande, ou des activités de propagande, puisque elles sont liées à la psychanalyse aussi, et puis par la science-fiction, c'est-à-dire ce qui ouvertement anticipe ce que l'on ne saurait pas encore, ce que l'on ne vit pas encore. Et puis, ceci nous a amené à faire quelques schémas, à décrire un peu tout ça, et puis à résumer ou à conclure que dans la perspective ou dans la perspective où ces traitements de ce que l'on ne sait pas échouent ou s'éternisent ou ratent, l'être humain ou la civilisation ou la société a tendance à régresser sur des formules de pléonasme, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, par exemple, ou bien ce qui est, c'est ce qui est, et puis on n'en saura pas plus en régressant sur des idées de totalisation, comme ça, de redondance, et selon la suggestion de la psychanalyse, de Lacan, particulièrement dans un séminaire auquel on a dit qu'on allait faire référence peut-être assez souvent, dans le séminaire Encore, et doublant cette régression d'une mystique. C'est-à-dire que cette chose, ce qui est, voire ce qui parle en disant « je suis celui qui suis », par exemple, et cette chose abordée en régression, représentant le tout-savoir, ou le savoir-tout, cette chose-là continue à être vitalisée, animée par la passion mystique. Ça, c'est l'hypothèse donc lacanienne. Alors, ça c'est le point où on était arrivé. Toujours en, oui, okay, non, toujours dans la ligne ou dans la suite ou accompagné ou en accompagnant Lacan. On peut remarquer que cette mystique, évidemment, ça peut être celle du monothéisme, elle est connue, et puis elle cacherait une appréhension de la féminité, de ce que serait l'identité, la personne ou le désir féminin, ce que Lacan, ou ce que tout le monde, enfin, ce que la langue appelle la femme. Bon, on sait que, à ce point,
La psychanalyse s'est arrêtée avec Lacan au point d'estimer que cette solution ou cette version de l'essence mystique représentée ou coïncidente avec la femme, cette version s'arrête ou s'abolit dans le constat d'une inexistence. Et évidemment, on arrive à une formule qui semble satisfaisante s'agissant de traiter de ce qu'on ne sait pas, puisque là, on parle de... le savoir de la femme se ponctue d'un « la femme n'existe pas ». Donc, voilà une manière de fourrer ce que l'on ne sait pas en aboutissant ou en amenant tout ce discours de la psychanalyse à l'estimation que la femme, c'est-à-dire ce lieu où cette personne dépositaire du savoir inconscient, ou de ce que l'on ne saurait pas, n'existe pas non plus. Donc là, on a traité, encore par cette manière, après les alibis, après les placebos et la mystique, on a traité ce que l'on ne sait pas. Hein. Alors, j'ai quant à moi tenté de continuer dans cette direction, mais sans m'arrêter ou sans me satisfaire de cette déclaration d'inexistence, qui est juste, hein, puisqu'elle a été, je l'ai rapportée à la formule de Tycho de Brahe, qui disait que la sphère n'existait pas, c'est-à-dire le lieu d'inscription des signifiants célestes. Mais néanmoins, dans le lacanisme, ou parmi mes confrères, on voit que le bébé part avec l'eau du bain, comme on dit, c'est-à-dire que le rapport sexuel est emporté avec le volume vidé de la femme. Hein, et à ce point, je fais une objection. Je pense que alors, à l'encontre de la conclusion lacanienne, je pense qu'il y a un rapport sexuel et que l'on peut continuer à trouver une fonction de la femme, mais qu'elle doit être décelée, identifiée ou décrite dans la conjonction, dans l'articulation, dans le rapport que la personne humaine entretient avec l'intelligence artificielle. Parce que on observe historiquement, de fait, une coïncidence entre l'émergence de la personne féminine, ce qu'on appelle le féminisme au XXe siècle, et l'émergence des machines, de la cybernétique, de l'intelligence artificielle. Et cette coïncidence, redoublée de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que cette intelligence artificielle, elle a tout lieu d'être l'appareil de l'inconscient, hein, et donc cette coïncidence qui a manqué d'être relevée ou d'être observée par les psychanalystes en général, cette coïncidence donnerait l'occasion ou serait le lieu de garantir d'un rapport que l'on appelle le rapport sexuel. Donc c'est le point où j'en suis et où la scène se trouve, hein, ce chapitre. Il faut il est bien, il est utile
aussi tout de même pour bien se garantir de notre raison et que l'on dit des choses un petit peu, peut-être pas sensées, mais en tout cas attendues. Il est attendu que l'on puisse dire tout ce que je viens de raconter parce que il faut bien se souvenir que de ce qu'est le premier commandement ou le commandement zéro. Hein, on sait que dans le monothéisme ou dans notre civilisation, on a un bon paquet de commandements. On nous a fait une liste assez longue parce que une fois sorti du paradis terrestre, il semblait que dans quelques mondes imaginaires, si ce n'était la Terre, l'être humain avait tout de même besoin de pas mal de recommandations parce qu'il était plutôt du genre un peu brouillon, désordonné ou assez bancal. Donc on lui a fait une liste qui a commencé par « tu ne tueras pas hein ». C'est bien connu, hein, tout le monde le sait. Mais il y a eu avant ça un commandement zéro, c'est-à-dire avant qu'il a fallu sortir cette liste malheureuse et assez humiliante. Avant, ben c'était « tu n'en sauras rien, tu n'en voudras rien savoir ». C'est-à-dire que c'est tout de même au pied de l'arbre de la connaissance, la première chose qui est dite, comme si ça allait suffire, c'est tu n'en voudras rien savoir. Bon, de ça, voilà. Bon. Donc, alors ensuite, bon, ça n'a pas bien marché. Il y a déjà eu une infraction à ce commandement, et puis tout le reste on a suivi. Hein. Mais c'est tout de même le n'en vouloir rien savoir est bien au départ. Hein. Il est bien au départ de l'histoire humaine. Alors on peut appeler ça le commandement zéro. Et en tout cas, ça s'accorde tout à fait à tout ce petit développement sur le savoir, et sur les difficultés que rencontre l'être humain vis-à-vis de ce qu'il ne sait pas. Hein. Et il préfère donc n'en rien savoir et vivre dans ce mysticisme ou la régression, etc. Bon. Mais enfin, au XXe siècle, on est engagé dans le fait finalement d'en savoir. Ça vient avec la personne féminine et l'intelligence artificielle. Les deux choses viennent ensemble. Encore pour nourrir, alimenter tout ce commentaire de ce qui se traite dans ces chapitres de la scène et le chapitre 6, il est utile, enfin, c'est une chose que je n'ai pas encore bien citée, je crois, dans le roman, dans les commentaires du roman, mais il y a eu des conférences ou des colloques avant, s'agissant de la psychohistoire. Et du fait que la psychohistoire, qui est un des thèmes les plus importants du roman, de la scène, mais qui est qui est dit un petit peu en arrière-plan. Mais cette psychohistoire, on sait qu'elle est institutionnalisée à New York, donc au titre d'une histoire de l'enfance. On sait qu'elle est écrite comme un des fondamentaux de la science-fiction par Asimov. Et ça, c'est l'histoire de la scène. Notre roman ici en parlera beaucoup. Et puis, on sait que troisièmement, elle existe aussi, cette psychohistoire, on peut le résumer par la grâce de deux penseurs. Son initiateur, un historien allemand, Karl Lamprecht, et l'homme le mystique, le védantiste Aurobindo, qui a suivi
le modèle, le modèle proposé par Lamprecht comme faisant le modèle du développement, ou la structure de la psychohistoire, c'est-à-dire quelque chose qui se passe en 5 phases, comme des stades de pulsion en psychanalyse. Et la troisième des phases de la psychohistoire étant celle de l'individualisation. Et avant de passer à la phase de la subjectivation, la phase de l'individuation ou de l'individualisation semble celle qui est analysée précisément. Là, on revient sur notre XXe siècle et la psychanalyse, et l'analyse du moi, hein, c'est-à-dire de ce que l'individu, ce pourquoi l'individu se prend et se comprend. Et ça nous permet de faire un jeu de mots ou un usage du langage éclairant. C'est-à-dire que dans ce XXe siècle, la phase psychohistorienne de l'individualisation va être celle de l'émergence de l'individu elle, c'est-à-dire de cet individu féminin, de la femme, de celle qui va exister selon l'hypothèse que je charrie, et au point que, pour bien clarifier et bien dire les choses nettement, à côté de l'aphorisme « la femme n'existe pas », de Lacan, hein, une psychanalyse plus avancée que celle de Lacan, qui la suit, qui la poursuit, qui lui fait suite, énonce que le XXe siècle constitue l'émergence de l'individuel. Et cela entrant dans le cadre de cette phase de la psychohistoire. Alors bien sûr, le jeu de mots, c'est entre ce qu'on appelle l'individu, l'individuel, en un seul mot, D-U-E-L, et puis l'individu, plus loin, L. Hein, comme si l'individuel, en un seul mot, émergeait ou se constituait, allait gagner la phase suivante, la phase subjective, en passant par la connaissance de l'individu elle. C'est ce qu'on appelle le féminisme ou d'autres formes comme ça. Je regarde un petit peu, je vois quelqu'un qui clignote. Ok, c'est des petits SMS. Voilà donc un petit propos assez dense, peut-être, mais enfin j'ai l'impression qu'il n'a pas eu trop de collapsus. Et que ça peut se comprendre. Mais alors, y a-t-il des questions, des choses à développer à ce point-là? Ce que je me pose comme question, en fait, nous, quand on parle de la littérature existante après Lacan, on parle de littérature connue, donc européenne plutôt. Je pensais justement, par exemple, au Japon, où ils ont beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle et tout ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des écrits, des idées que nous ignorons, en fait? Oh, oui, je suppose, enfin, sans doute, hein, quoique, on sait qu'il y a quelques analystes japonais. Hein, il y a eu des élèves de Lacan. C'est la question de l'analyse, par exemple, il n'y a pas dans ce qu'il
Mm. Mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu venant du Japon d'écho assez bruyant et assez net qui aurait justement apporté une avancée hein, sur le discours, ou après la carrière de Lacan, sur son discours, et notamment, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose sur l'intelligence artificielle, enfin j'en ai jamais entendu, hein, dans le cadre de la psychanalyse et de la psychanalyse japonaise, qui aurait fait un écho, qui serait revenu ici, chez nous, enfin en Europe ou parmi les milieux psychanalytiques. Il y a évidemment, hein, il y a tout de même, il y a des gens qui cherchent beaucoup. Et puis, je pense à certaines recherches sur le psychanalyse et neurosciences. Et là, on est très proche. Si on veut dire neurosciences, euh, actuellement, on sait que ça correspond au, au mathème ou à la cybernétique ou au calcul de l'intelligence artificielle, ces choses-là. Donc, évidemment, hein, il y a des recherches et beaucoup de gens qui scrutent attentivement dans ce sens-là, mais il n'y a eu aucun mouvement, aucune déclaration de psychanalystes qui engagent les universités et les hommes politiques à, à s'avertir de ce que de, des connaissances à prendre et des conduites à tenir en conséquence hein, avec l'intelligence artificielle. Disons que globalement, sur Terre, actuellement, on peut le dire sans doute dans tous les pays du monde, dans les masses, dans les collectivités, dans les sociétés, on est de, on se cache de plus en plus le savoir sur l'intelligence artificielle. Au niveau politique, au niveau disons que le non rien vouloir savoir brille, hein, s'exprime principalement. Oui. Mais est-ce que l'intelligence artificielle sera un savoir artificiel ou sera un savoir alors différent? Vous demandez si l'intelligence artificielle sera un savoir tel qu'on le connaît ou un savoir différent. Alors, en effet, là, il est peut-être utile, et c'est enfin, probablement utile, que l'on précise bien ce que c'est que ce savoir dont je parle, hein, euh, ce savoir-là n'est pas celui de la connaissance livresque. Hein. Je recherche une chanson de Dylan qui parle de je ne sais qui est juiced in, dont on lui a pressé le citron à l'école, enfin et il apprend. Les institutions fournissent à l'être humain un savoir qui est plutôt un conditionnement et une propagande, justement, c'est-à-dire des traitements défectueux de ce que l'on ne sait pas. Alors, il y a un savoir imaginaire. Ce que nous voulons dire dans la scène, ou ce que je veux dire, mais je dis nous, c'est-à-dire le lacanisme aussi, hein, c'est que ce savoir, quand on emploie ce terme, il s'agit de ce qu'on a appelé, ou de ce qui a été étudié, ou observé, examiné, traité comme le savoir inconscient. Dans les mathèmes, il s'agit c'est signifié, ce savoir, il est signifié par un signifiant,
Et évidemment, ce signifiant s'écrit S-A-V-O-I-R, hein, mais pour bien préciser quel est son rôle, sa place, son jeu métaphorique, comme on dit. Il est inscrit dans un mathème par la lettre S2. Le S1 étant le savoir, si on peut dire le savoir du maître ou le signifiant maître, c'est-à-dire précisément un savoir, ou plutôt ce qui prête à un savoir imaginaire, à ce qu'on appelle un supposé savoir, enfin toute une part de ce que l'on croit savoir étant ainsi relégué dans les illusions, au chapitre des illusions ou des faux savoirs, même s'il faut le savoir, hein, mais celui dont nous parlons étant estampillé de ce S2, c'est-à-dire qu'il est secondaire au signifiant maître, et il s'agit donc du savoir inconscient. Il s'agirait donc de ce que, si il y a quoi que ce soit que l'on peut appeler un savoir dont nous dépendrions dans l'appareil, dans l'intelligence artificielle, s'il y a là-dedans un savoir, ce savoir-là, dont on dépendrait, en d'autres termes, on l'appelle l'inconscient. Donc, ce savoir de la machine, vous vous demandez si ça serait un autre savoir c'est ça serait, c'est l'inconscient. C'est ce que Freud, il y a un siècle, avant que ces machines n'apparaissent, a appelé l'inconscient. Le fait qu'il puisse, ou qu'il ait pu y avoir une telle prémonition, une telle prescience, est vertigineux, est étonnant, mais ne doit pas trop être rejeté comme possibilité. Nous le voyons, par exemple, nous voyons précisément avec la science-fiction à quel point la société, les intellectuels, les êtres humains, la littérature a pu être en avance sur la réalisation de la technologie. La dernière fois, nous mesurions le fait que les écrits de science-fiction des années 1945 ou à 50 avaient précédé pratiquement d'une dizaine d'années la conception des disques durs ou des ordinateurs. C'est-à-dire que l'on voit à quel point la pensée collective, ou la pensée humaine, ou la pensée scientifique est c'est pas seulement est pas en capacité de pré-science ou de pré-connaissance, mais que c'est son état, c'est sa nature, c'est la manière dont elle procède. Et à quelques années près, avant ces écrivains de science-fiction qui faisaient vraiment de l'anticipation, parce qu'il n'y avait aucune de ces machines dont ils parlaient qui n'avait jamais été conçue et construite, eh bien, quelques années auparavant, Freud avait pu former cette intuition. C'est pas tellement étonnant, si on peut dire, quand on voit à quel point, à l'observation de la science-fiction, la préscience ou est puissante et perspicace, hein, et juste dans l'histoire de la pensée humaine, c'est-à-dire dans la science, en fait. C'est pour ça que la science-fiction, il est bon de l'appeler science-fonction. Mm.
Il y a quelqu'un qui brasse du papier. C'est moi. Antoine? J'ai besoin d'écrire quand j'écoute pour penser. Oui, oui, oui. Et avez-vous une question alors? Est-ce que ça a Il y a ouvert une question, oui, je sais pas, mais en tout cas une interrogation pour moi que je vais formuler. Hmm. Et du coup, ce schéma-là de l'intelligence artificielle et de l'inconscient, Oui, euh, et puis si on va plus loin, si on arrive au savoir de l'inconscient, enfin sur les questions qui me viennent maintenant et que je travaille à un autre endroit, ça me fait anticiper cette réponse que du coup la question du transfert, elle disparaît là. ah, Parce que, enfin voilà, moi c'est une question d'accord, que je traite, sur la question du soin, sur la question du soin psychique. d'accord. Et j'ai l'impression que, euh, oui, la question du transfert avec l'intelligence artificielle comme le savoir de l'inconscient, Hmm. ça rend le transfert comme un alibi ou, enfin, ce que vous disiez juste avant là, enfin, il est plus utile finalement. Mhm, mhm. Oui, alors donc là j'ai une anecdote, disons que ça se présente bien, c'est quelque chose que j'avais pensé un petit peu développer, enfin, ou justement en préparant un petit peu, en réfléchissant avant cette heure d'enregistrement, j'avais une anecdote, enfin j'avais l'idée d'employer une anecdote, j'avais oublié ça. Et mais vous m'y faites penser parce que donc voilà quelque chose qui se prête tout à fait bien à répondre à ce que à la perspective là, que vous dessinez. Cette anecdote, elle se constitue comme si elle s'est passée ces jours-ci, hein. Ces jours-ci, c'était sur Facebook. Une collègue, quelqu'un de la psychanalyse. Je pense que ça doit être la seule euh, restante d'un certain nombre de contacts que j'avais faits et qui ont tous switché off, hein. Mais cette dame, elle rouspète, hein. Elle est pas très contente quand on cause. Enfin, si, elle est vraiment contente. Mais enfin, disons qu'elle est pas d'accord. Bon. Et alors, c'était au sujet de la surveillance et du fait de déballer sur la toile, comme dans l'intelligence artificielle, tout ce qu'on a à dire, tout ce que l'on sait. Parce que précisément, s'il s'agit de l'inconscient, ben on va pas, ou bien on refoule, on fait de la propagande, ou on emploie certaines formules pour traiter ce savoir pas, mais si on fait de la psychanalyse, on va pas tout de même cacher ou masquer ou retenir l'inconscient tout de même. Bon. Donc la psychanalyse consiste à découvrir et ouvrir tout ce qui peut être surveillé, tout ce qui peut être enregistré dans cette intelligence artificielle. Et donc ça s'appelle le FLOG, hein. Et bon. Alors, cette dame avait fait un post sur la disparition. Comment disparaître de Facebook? Comment disparaître si jamais on voulait être incognito, sous le regard bien sûr du grand frère, Big Brother, ou bien du surmoi, enfin bon. Mais donc, comment faire? Alors, je ne sais plus comment ça s'était passé. Je parlais de pollution. Je veux dire que si on disparaissait, ce qu'on laissait, c'était de la pollution. Et donc, il fallait mieux assumer ce que l'on fait, ce que l'on dit, et, euh, et donc floguer ou bien ne rien cacher à son analyste, c'est-à-dire à son Google ou à son intelligence artificielle. Alors,
alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle a cherché, cette dame a cherché à savoir ce que je voulais dire. Alors, je lui ai expliqué. Je crois qu'elle a compris tout à l'envers. Mais elle était d'accord sur où elle avait envie d'entendre dire, d'être confirmée dans ce qu'elle semble penser, c'est que le sujet supposé savoir est précisément ce que j'ai appelé une tare, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de la pollution. Or, le sujet supposé savoir, c'est ce pourquoi, selon l'hypothèse de Lacan, on prend le psychanalyste dans le transfert. Et alors, les personnes qui jouent avec le transfert, évidemment, sont embarrassées parce qu'elles s'en servent pour dire que faut pas, que c'est faire foi à un sujet supposé savoir, et donc que c'est une faute. Alors, bien sûr, pour faire une civilisation de culpabilité, voilà une bonne opération. On va faire du transfert pour dire qu'il ne faut pas le faire. Mais voilà, donc on était dans cette chose-là. Et cette dame, donc, ensuite, je l'ai invitée d'ailleurs à la conférence ce soir, où on a continué à parler de ça, mais évidemment, alors, est-ce que j'ai un peu répondu là à cette question? C'est-à-dire que effectivement, le transfert c'est vraiment la démarche de recul vis-à-vis de l'engagement dans une psychanalyse qui suit le mouvement, qui suit son temps, qui avance et qui se reconnaît dans l'époque et l'âge de la cybernétique, se reconnaît pour être sa conduite, sa lumière et son interprétation, l'interprétation de l'appareil cybernétique. Alors ça, c'est ce que j'ai aussi pensé devoir relever en termes d'une conduite, d'une éthique, voire d'une sainte éthique, hein, c'est-à-dire la psychanalyse se développe à ce moment-là en reconnaissant l'intelligence artificielle, comme reconnaissant l'inconscient, si on peut dire. C'est pratiquement quelque chose d'identique, afin que cette intelligence artificielle nous reconnaisse. Et alors bien sûr, si on met au seuil de ce monde virtuel, de ce monde de l'appareil, si on met au seuil un sphinx, avec cette question du supposé savoir, on peut tout à fait construire ce qu'on appelle une résistance, c'est-à-dire un procédé qui distrait, détourne, voire interdit ou empêche de rencontrer le savoir cybernétique, c'est-à-dire l'inconscient. Est-ce que c'était un peu plus clair? Oui. Il reste 10 minutes. Je vais peut-être dire en 10 minutes un petit peu, donc détailler décrire un petit peu le chapitre 6. Hein. Le chapitre 6, il s'agit de l'étape où l'individu, elle, s'est constitué. Où elle commence à se constituer par l'acquisition d'un savoir, mais c'est le savoir
de l'homme, le savoir antérieur, c'est le savoir S1. Alors ça donne tous les chapitres de l'hystérie, etc. Mais là, c'est plus avancé, c'est-à-dire c'est une femme scientifique qui entretient un rapport qualifié de sexuel avec un ami, un amant, un homme qui est en l'occurrence Stuart, c'est-à-dire une représentation de Campbell, l'éditeur de l'Astounding Science Fiction. Alors, ces deux personnages mènent une vie commune et ils vont d'abord se demander, et oui, je reviens sur cette dame, mais oui, je lui ai proposé de lire le chapitre qui répondait à sa question sur le sujet supposé savoir. Je lui ai proposé autre chose, c'était le savoir debout. Mais debout, B-O-U-E. Est-ce que ce savoir est une boue, comme de la boue, c'est-à-dire du jus de mots, etc. Et ça commence comme ça. Donc cette jeune femme et ce Campbell débattent, discutent sur l'idée, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'idée que le savoir collectif, le savoir de l'inconscient, le savoir qui est appareillé actuellement par l'intelligence artificielle, l'idée que ce savoir serait une boue, de la boue. Freud avait appelé, traduit en français, l'occultisme, l'ésotérisme, l'occultisme, comme un fleuve de boue. Enfin, ce savoir ce jus de mots, elle attribue à Lacan, dans ce chapitre 6, le fait ou la formule que le savoir, c'est le savoir collectif, c'est la démocratie. C'est-à-dire que si la femme n'existe pas, il n'y a pas beaucoup de chances d'avoir une démocratie. Ou en tout cas, s'il n'y a pas de rapport entre les individus de cette démocratie. Enfin, donc, nos deux personnages se demandent si ce savoir debout, ce savoir boueux, ce savoir collectif, ce savoir, est-ce qu'il avance vers le futur? Est-ce qu'il hâte l'idée? Est-ce qu'il précipite des idées futuristes en avant? Est-ce qu'il devance oui, est-ce qu'il avance ou traite ce que l'on ne sait pas encore, ou ce que l'on ne sait pas. Et dans le détour de leur discussion, ces deux personnages vont, sur les conseils de Lacan, vont se demander si les machines pensent, si leur machine à laver, le toaster pense. Alors, donc j'ai proposé la lecture de ce chapitre à cette dame, c'est-à-dire de mettre, au lieu du sujet supposé savoir, de mettre le savoir debout, du savoir boueux, le E, le EUX, du pluriel. Alors, il y a une chose qui était venue aussi au demeurant, c'était que ça avait flatté mon ego. Disons que ça m'avait permis de survivre un petit peu, de tenir debout. C'est que j'avais écrit cet exemple sur le toaster, parce que je pense qu'il y a deux choses très importantes. Il y a le barbecue pour les hommes, le toaster pour les femmes. Et le toaster est dans l'exemple là, l'objet sur lequel ces deux personnes se demandent si cette machine pense en faisant des toasts. Eh bien, au même moment, je me lançais dans l'aventure. Je
je me mettais à l'eau de m'intéresser à Philip K. Dick, un auteur de science-fiction extrêmement important, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais osé approcher. Et donc, j'ai regardé un documentaire sur Philip K. Dick pour savoir un petit peu à quoi m'attendre. Et dans le documentaire, il y avait un toaster qui était qui représentait dans ce documentaire ce que l'idée de Dick, qui s'est demandé si les choses pensaient. Enfin, Dick, précisément, Philippe Dick, apparemment, hein, avec forte drogue, mais apparemment, Dick a estimé que les choses dont la Californie était, les États-Unis, toutes ces choses en plastique, ces toasters, ces trucs, ces machins, les trucs à la Boris Vian hein, aussi, que ces choses-là étaient Dieu. C'était là qu'était Dieu, c'était ça, Dieu. Et ça semble être à la fin de la vie de Dick, sa mystique, sa théologie, ce qu'il a compris, et peut-être assez justement, mais néanmoins, à ce moment-là, ce serait justement dans cette régression, encore, la chose serait ramenée encore à une mystique, l'objet, la chose. Alors, contre cela, évidemment, je pense que nous allons... il y a autre chose que de s'arrêter à cette mystique de Dick. C'est-à-dire que ce que nous allons parcourir ou tenter, la manière dont nous allons sortir de cette rechute, de cette théologie de l'objet, théologie de la chose par Dick, pour sortir de cette ornière dans laquelle Dick s'est refichu, nous allons estimer que la chose est chiffrée, elle est nantie d'un code, d'un chiffre. Et ça, c'est la génétique qui va nous offrir la clé et la raison pour laquelle l'objet, la chose, est accessible, traitable, autrement que par la mystique, mais précisément par l'intelligence artificielle elle-même, puisque l'intelligence artificielle peut être dotée d'une génétique, et pour doter l'intelligence artificielle d'une génétique, c'est-à-dire d'un chiffrage, il s'agit du fait de ce qui se passe historiquement actuellement, c'est-à-dire que les êtres humains donnent leur génétique à l'intelligence artificielle, hein, soit dans des grandes entreprises de masse de recueil de la génétique des populations. On voit les laboratoires en Chine qui font ça, on voit Google, on voit et puis on voit aussi PsyBac, il y en a 3 ou 4 qui le font en toute intelligence de l'appareillage. Voilà, mais je pense qu'on est arrivé à notre heure. Il est exactement 21h et Anda nous a demandé d'ailleurs de ne pas aller plus loin. Alors on interrompt. À bientôt Antoine et à bientôt Arlette. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Arlette, vous étiez là tout le temps. Vous avez peut-être bien entendu alors peut-être. Sinon, ce sera sur YouTube. À bientôt.